Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrum. Tout d'abord, les mots qui viennent avant toute chose. Sacrum pour moi, c'est vraiment une quête de retrouver la beauté sacrée du monde, dans un monde qui semble plus que jamais en perte de sens. Et je me rends visiter des gens qui, je trouve, portent une certaine sagesse. Aujourd'hui à Saint-Ambroise, je me suis rendu visiter Yvan Perrault. Yvan, c'est quelqu'un que je croise depuis plusieurs années dans un contexte de foire ou de marché public, entre autres à la fête des semences, mais avec qui j'avais jamais réellement pris le temps d'avoir une conversation profonde. Je l'avais déjà entendu participer à d'autres balados, dont entre autres la Voix du Bas, où il parlait de son lien avec la terre et de sa mission qu'il se donne de faire découvrir les produits forestiers comestibles de la forêt nordique et de les mettre en valeur. C'est d'ailleurs ce qu'il fait avec son frère, l'entreprise qu'ils opèrent à Saint-Ambroise, le Jardin des Noix, dont vous pouvez voir ici quelques images. Ce que j'apprécie d'Yvan, c'est que c'est vraiment un passionné non seulement de agroforesterie, mais aussi d'histoire, d'art, de poésie. Et donc c'est quelqu'un qui a une culture générale et une sagesse à partager que je vous laisse découvrir. Bonne écoute. Hey, on va prendre une marche, Yvan? Ben, certainement. Yeah! Belle journée. Merci de nous recevoir. Ça fait un plaisir. On va se jaser ça. Ça va être le Super. fun. T'as une petite... Ouais, ma petite gorgée personnelle. Ça, c'est de l'eau de source que je vais chercher à une place spéciale. Une eau particulièrement sulfureuse, là. OK. Soufrée, là. Ouais. Soufrée. Une bonne valeur, une bonne saveur d'œuf moisi. Ça a des propriétés comme telles, l'eau Ben, sucrée? c'est alcalin, hein, fait que, donc c'est bon pour la santé, pareil. Là, mais le goût de ça, hein, je suis habitué avec l'eau du robinet ici, si on a de l'eau soufrée, là, pas mal. Là. Mais je vais à Joliette pour une source, ben, c'est à Notre-Dame-des-Prairies, en fait. C'est une source où l'eau est encore plus soufrée qu'ici. Ok. Imaginez-vous, donc, je fais des détours en auto quand ça donne. Ouais. Là, je Aller passe dans ce chercher coin-là, là, je fais un petit détour le soufre. pour ma réserve d'eau soufrée. Wow! Puis on aime ou on n'aime pas, hein, de l'eau soufrée, là. Là-bas, ils sont en train de déchiqueter le bois, là. Ouais. Il y en a pour plusieurs jours parce qu'on a des grosses masses à déchiqueter là-bas. Ouais, évidemment, c'est ça. Le verger est au printemps, les feuilles commencent à sortir et à s'étaler. On voit les différences de feuilles, l'importance de feuilles entre les noyers qui sont plus tardifs, les chênes qui sont un peu plus hâtifs. Quoique tous les arbres à noix sont tardifs au niveau du débourrement, là. Mais ils ont été plus vite que prévu cette année, puis j'ai raté l'occasion d'en entailler quelques-uns pour goûter à leur eau. Il paraît que l'eau des carriers, puis l'eau des noyers noirs, des noyers cendrés surtout, est délicieuse. Un peu comme l'eau de bouleau puis l'eau d'érable? Ouais, un peu Ok. comme ça, ouais. Probablement plus savoureuse que l'eau de bouleau, ce qui serait pas difficile à réaliser, là, parce que c'est pas une eau très, très savoureuse, là, sauf si on sait s'y prendre là, pour concentrer les sucres, là. Puis, mais un petit peu moins savoureuse que l'érable. À mi-chemin entre l'érable et le bouleau. Pour les eaux de carrier ovales, les eaux de noyer cendrées, puis éventuellement les eaux de noyer noir. On commence à en avoir des grosses, des arbres, des spécimens qui sont juste de la bonne taille pour pouvoir supporter une entaille à tout le moins, là. Ouais. C'est une journée chaude et humide. Ouais, c'est ça, hein? Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, je t'ai tendu une perche parce que je te croise souvent, disons, à la fête des semences à Saint-Émilie ou Ouais. dans la Nodière, puis tu sais, on se salue comme ça. Mais là, une des fois où je t'ai le plus découvert, puis ta sagesse, on va dire, Ah, c'était un podcast. Je pense que ça s'appelait La Voix du Bas. ah oui, ce podcast-là avec Sam, là, que Ouais. j'avais fait, ça fait quelques années déjà, là. Ouais. Puis j'avais Ça beaucoup fait au moins apprécié. 6 ans, là, de ça. J'avais beaucoup apprécié. Puis là, je me suis dit, tiens, tu fais partie des sages de la région. Là, je vais te tendre une perche. Je vais C'est drôle, venir te parler, découvrir un peu cette sagesse-là hein? populaire qui nous habite.
Ça me fait drôle de Puis, qualifier de sage parce que moi, je sais très bien qu'en dedans de moi, je suis dingue. mais la ligne entre le génie Et la folie et la est folie, là. ténue. Ouais. Ouais. Tu On est comme dirais-tu que tu es comme un funambule sur cette un ligne-là? équilibriste entre les deux. Ça bouillonne là-dedans, hein, fait que Ouais. ça peut partir dans toutes les directions à n'importe quand. Puis on est toujours en train de se contrôler Hmm. pour pas avoir de l'air trop fou. Mais clairement, toi, tu es, un passionné. Tu es un passionné de mycologie. Tu es un passionné des arbres à noix. Euh, ben, Puis de l'ensemble des comestibles sauvages nordiques. ouais, Mais je suis aussi un passionné de littérature, euh, de beaux-arts, de philosophie, de cinéma. ouais. En fait, tout ce qui a de la valeur intrinsèquement là, me passionne. Mais je suis pas capable de me passionner pour l'argent. C'est bizarre, hein? Hmm. J'ai ça- Donc, il n'y a pas de valeur intrinsèque À l'argent, à non. l'argent. C'est une valeur transactionnelle. Ouais, Fait exact. que ce qui a des valeurs transactionnelles ne m'intéresse pas tellement, Hmm. comme l'argent, le pouvoir, ces Ouais, choses-là. Est-ce qu'il y a des valeurs intrinsèques, là, comme, mettons, les fleurons de pissenlit, là, qui sont si bons à manger en salade, là, ouais. avec lesquels on pourrait faire un si bon vin de pissenlit tout le temps. Les vins de pissenlit, historiquement, ils ont été faits avec les bractées vertes sous les fleurons, puis les parties amères. C'est pour ça qu'il y avait des goûts discutables, puis il y a des gens qui ont été dégoûtés des vins de pissenlit artisanaux qui ont été faits ici et là. Ouais. Puis on en trouve pas sur le commerce, mais c'est bizarre ça, parce que quand c'est bien fait, c'est divin. Hmm. C'est comme Ouais. les glands de chêne doux qu'on a au Québec, là. Ça, on pourrait vraiment les cuisiner comme des oignons, là. Ils sont toujours un peu tanniques, là, avec une légère touche d'amertume, mais ils sont crémeux et sucrés. Ça, c'est surprenant comment ils sont bons. Ouais. Fait qu'on peut en tirer de meilleures parties et en planter davantage. Vous savez que nous, ici, au Jardin des Noix, on est parmi les rares à avoir des chênes blancs comme ça. Quercus alba, là, des vrais chênes blancs. Ouais. Puis on a aussi des chênes bicolores. Et très très peu de gens qui ont planté ça là, chez eux, là, de façon à avoir des fruits, des glands de chêne comestibles et agréables à manger. On peut dire que d'une certaine façon ici, tu es en train de remettre en valeur, justement, on parlait de valeur, là, mais le patrimoine, ou tu sais, c'est quoi qui pousse ici? C'est quoi qu'on est capable de, tu sais, Bien sûr, il y a des tas de ressources comestibles sauvages nordiques à revaloriser d'urgence. Ouais, Presque tout ce qu'on mange est d'origine importée, étrangère. ouais. Mais on a nos propres noix. J'ai calculé qu'on aurait jusqu'à 24 espèces de noix originales qu'on peut proposer sur les marchés internationaux. Rien qu'à nous autres tout seuls, là, le Québec, là. Ouais. Puis le nord-est de l'Amérique. Là. Comme il y a des noix qui sont difficiles à avoir ici, là, comme les châtaignes d'Amérique hybrides qui sont si bonnes. Là. C'est des grosses châtaignes là, qui sont sucrées comme les châtaignes d'Amérique indigène, là, qui sont trop petites là, souvent. Des icanes, des bitcanes, des hybrides de pacanier et de carrier. Là. Hmm. Ça, je ne suis pas sûr qu'on pourrait en avoir ici, à Saint-Ambroise de Kildare, en zone 4A, 4B, mais plus au sud là, du Québec, là, on pourrait certainement en produire des envergés Ouais. de ces noix précieuses-là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que on n'a pas développé, tu sais, que nos aïeux, mettons, là, ils n'ont pas eu une tendance ou une propension à développer cette forme d'agroforesterie? Ben, en manger puis en profiter quand il y en a, quand on est pauvre, c'est une chose, Ouais, mais le développer, c'est autre chose. Les écales dures, là, à casser, là, à la main, ouais, là, ça prend des machines, des casse-noix spéciaux qui ont été inventés relativement récemment. Et ça prend des équipements spéciaux souvent pour pouvoir hmm, y aller à grande échelle. Puis ouais, les brous aussi, les enveloppes végétales vertes, tenaces, épaisses, là, qu'il faut gérer. Là. Ça prend des équipements spéciaux. Ça peut se faire à la main, mais seulement pour nos propres provisions. À un ouais. moment donné, là, quand on a traité à la main 800 livres de noix de noyer noir, là, 800 livres, non, c'est 800 kilos, c'est moi, 800, il y a deux fois plus. Ben, la saison est passée, il commence à faire trop froid pour les laver, le bout commence à se gâcher, tout ça. Tu sais, OK. donc, de façon artisanale, il y a des limites, il y a des plafonds qu'on atteint. Mhm. Puis c'est la mécanique, une certaine forme d'industrialisation qui permet de produire de plus grandes quantités et de commencer à les faire entrer sur le marché. Ouais, C'est la consommation familiale, c'est une chose, mais la mise en marché, c'en est une autre.
Et là, on est au stade où on peut les mettre en marché, là. Hmm. On peut s'attaquer aux défis techniques là, qui subsistaient, là. Comme les écales dures, il y a des casse-noix performants pour ça. Pour les brous, ben, il y a des éboueuses performantes qui existent maintenant. Puis ainsi de suite, avec toutes sortes de comestibles sauvages nordiques, là. Comme nous, on a des légumes racines qui sont délicieux, mais qui font des racines très très profondes, qui sont difficiles à extirper. Alors, Ouais, on peut mobiliser leur culture dans des sols très, très meubles, desquels on pourrait les extirper plus facilement mécaniquement. ouais. Mais avant, faire ça à la main, une par une, à appel. Hmm. Mm, mm. Tu sais, notre forme d'agriculture s'est vraiment développée par rapport à une certaine facilité de production puis de scalability, là, mais de mise à Ben oui, l'échelle, ben de oui. mise en marché. Puis ça, ben, à quelque part, on dit on est ce que l'on mange, hein? Mm, mm. Fait que, tu sais, c'est comme si on mange justement des produits qui ont été développés spécifiquement pour la mise en marché, puis spécifiquement, tu sais, dans des régions, tu parlais tout à l'heure d'importation, là, tu sais, là, produits qui sont importés du Mexique, Mm. d'Afrique. J'ai une théorie là-dessus, c'est que ce qu'on mange, là, chaque denrée qu'on mange, là, il a fallu un champion derrière ça, qui la valorise, puis qui se batte toute sa vie. Hmm. Puis même plusieurs champions. Par exemple, la patate, il y a eu Parmentier au 18e siècle. Ouais. Le chocolat au lait en tablette, il y a eu Henri Meunier. Parce qu'avant lui, le chocolat était juste bu chaud, puis amer, épicé avec des piments, là, comme à la façon espagnole, puis avant eux, à la façon des Aztèques. Fait que, il a fallu un champion. Ouais. Puis, il y a des comestibles sauvages nordiques qui n'ont pas encore trouvé leur champion. Hmm. Puis être un champion, ben c'est être le porteur d'une cause, avant tout. Ouais. Puis c'est passer son temps là-dessus, puis pas renoncer aux premiers échecs. Donc, on pourrait dire que toi, tu es un champion un peu de Ben, avant, l'agroforesterie. ouais, on peut dire ça. Ouais. Je suis pas seul dans le monde des noix, là. Il y en a Non. avec mon frère Alain, premièrement, là. Ouais. Mais il y en a d'autres dans le club des producteurs de noix, puis il y en a d'autres qui produisent des noix qui sont même pas dans le club actuellement, là. Fait que- mais c'est ça, il y a eu une étincelle à un moment donné, là. Je suis aussi partisan de la théorie de la Zeitgeist, l'esprit du temps. À un Ouais. moment donné, là, une idée flotte là, dans l'air, là, Ouais. puis les temps sont venus. Puis là, ben, plusieurs esprits attrapent l'idée qui flotte Hmm. dans l'air, dans la noosphère de Pierre Théard de Chardin. Ouais. Puis ben, l'applique. Nous, par exemple, on a créé le premier verger d'arbres à noix en 2007. On y a pensé en 2006, on l'a planté en 2007. Ouais. Mais en 2008, c'est juste un an plus tard, se crée un deuxième verger d'arbres à noix tout à fait en parallèle de nous, à Mont-Saint-Hilaire, avec M. Pierre Boucher. Et il y avait eu cette idée-là, parallèlement à nous complètement. Ouais. Mm. Comme le centième singe, là, qui, à un moment donné, quand un singe commence à laver les patates, là, tous les autres singes commencent à le Elle faire avait des aussi, patates là. Ouais, aussi. c'est ça. Mm. Il donne l'idée aux autres, Ouais. à tous les autres. Là, on se rappelle plus qui a été le premier à laver les patates après ça, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, un pont à faire entre cette idée-là d'égrégore ou de zeitgeist, comme tu dis, puis d'inconscient collectif, tu sais. Comment est-ce que, Mm. surtout à l'émergence, tu sais, à l'ère où est-ce qu'on a l'émergence de l'intelligence artificielle, tu sais, qui est comme une forme d'intelligence, mais j'ai l'impression on est appelé à redécouvrir d'autres formes d'intelligence aussi, dont peut-être celle de l'inconscient, tu sais. Ben, l'intelligence collective est un fait. Hein. On n'a qu'à regarder les sociétés des fourmis ou les sociétés des abeilles. Hein. Comment Ouais, ils forment un tout. Là. Ils ont une intelligence collective à proprement dit. Probablement que prises individuellement, les fourmis et les abeilles sont stupides. Je ne ouais. veux pas juger. Ils sont plutôt stupides, mais ensemble, là, elles accomplissent des miracles. Hmm. Nous, les humains, on est un peu des deux. On est à la fois grégaire, on est un animal de groupe, mais on est aussi solitaire. Le Ouais. fait qu'on soit solitaire, ben, puis on est travaillé par des passions individuelles, des personnalités bien, bien différentes les unes des autres. On a de la difficulté à s'harmoniser aussi bien que les abeilles et les fourmis. Mais on a réussi à former des civilisations quand même, Ouais. en dépit des tiraillements, puis des criminels Hmm. qui bousilleraient la civilisation assez vite s'ils devenaient majoritaires. Ouais. Une des choses qui me fascine aussi par rapport aux humains, c'est comment est-ce que, je veux dire, tu le vois toi-même de premier plan, là, tu sais, mais comment est-ce que la nature, elle est abondante avec nous, elle nous donne,
Puis comment est-ce que l'humain, tu parlais de l'argent tout à l'heure, tu sais, mais l'humain réussit à créer la rareté à travers ça. C'est une espèce de rareté quasiment artificielle, là, tu sais, là. Hum, Alors que la nature, elle est vraiment, Oui, mais comment quoi dire, que si on regarde autour de nous dans la forêt, là, une forêt, une érablière typique de Florence, il n'y a pas grand-chose à manger là, actuellement. Il y hmm, a quelques jours, il y avait quelques feuilles d'arbres qui se mangeaient, mais il n'y a pas encore de champignons, il n'y a pas encore de fruits, il n'y a pas beaucoup de racines qui se mangent de façon agréable dans ce qui existe dans le sous-bois. La rareté existe quand même, mais l'abondance, elle survient à des moments précis. Elle arrive, ouais, elle survient, et elle s'en va. C'est ça c'est ça qui requiert notre patience, notre intelligence, ouais, nos capacités d'adaptation. Puis je crois beaucoup aussi aux provisions. C'est-à-dire que la nourriture nordique, elle est disponible en un court laps de temps, généralement des fenêtres de 10 jours. Mais wow, elle est surabondante à ce moment-là. ouais, À tour de rôle, ressource après ressource. Mais ça prend de la polyvalence, puis ça prend aussi de la polyvalence pour les cueillettes, puis pour la mise en valeur des ressources. Regardez par exemple au sol, là, ici, là, il y a l'Érythrone d'Amérique. Mais là, on est quoi, le 22 mai? 23, ouais, 23 mai déjà. Regardez, c'est déjà tout jaune, là. ouais, c'est ça. Puis on peut même plus en manger en salade. Et j'ai tenu mon activité de salade forestière dimanche dernier, ici. C'était de justesse, là, si on avait pu cueillir des feuilles d'érythrone. Hmm, Très, très bonne, cette feuille-là, hein, soit dit en passant, une des meilleures feuilles à manger au monde. Ouais, j'en ai un petit peu ici. Puis j'en avais beaucoup plus les années passées. Là, il y a une petite repousse d'érable qui se fait, là. Là, j'ai moins d'érythrone, mais bon. Ok, donc, il y a beaucoup de choses à manger, oui, mais elles se succèdent. ouais, Puis, il faut vraiment les connaître toutes pour finir par se faire un... Je parle au niveau de la nature, là. Parce qu'au ouais, niveau économique, des denrées mises en marché, ça, c'est autre chose, là. ouais, D'autres phénomènes qui apparaissent, là. ouais, Mais dans la nature, comment ça se fait? Comment ça marche? C'est des fenêtres d'environ 10 jours. Puis les champignons aussi. Pour chaque espèce de champignon donné, là, on a une fenêtre d'opportunité de 10 jours, toujours, toujours. Puis il y a même des champignons qui ont deux fenêtres d'opportunité. Une dans la première moitié du mois d'août, puis une deuxième fenêtre d'opportunité de cueillir de 10 jours dans la deuxième moitié de septembre. Les champignons crabes sont comme ça, avec la couleur dessus, les reçus compacts. C'est des champignons qui vont apparaître deux fois. Donc on peut manquer notre chance la première fois, mais revenir la deuxième. Là, en ce moment, ben, dans les sentiers forestiers, on a du plantain qu'on peut cueillir, qui est encore gras et tendre, de couleur vert pomme, et pas vert foncé. Moi, j'aime bien cueillir des salades dans les bords des sentiers forestiers parce que le plus faible gradient de lumière les sous-développe, ces laitues-là. Puis là, elles n'arrivent pas à devenir vertes foncées puis coriaces aussi vite que celles qui poussent en champ, en pleine hmm, lumière. Fait que je viens souvent en forêt seulement pour récolter des laitues sauvages. ouais, En juin puis juillet, après, c'est pas de champignons en plus. Hein. Là, on arrive le mois d'août, là, c'est plein de champignons. Puis là, les champignons comestibles sont mélangés aux champignons vénéneux, même toxiques. ouais. Ça Puis prend une c'est connaissance, incroyable là. le mélange de ça. Les gens sont découragés quand ils me voient faire l'étape d'identification puis le tri des bons comestibles et des mauvais comestibles. Ouais, Mais c'est ça, souvent en excursion, on n'a pas tant la chance de tomber seulement sur des gros stalles de comestibles. On tombe sur un peu de tout, là, puis c'est parfait pour les formations. Là, mais les gens voient là, que la complexité inhérente de la nature. Puis les Premières Nations avaient complètement renoncé à manger des champignons. C'est trop compliqué pour eux autres. Là. Il n'y avait pas les termes techniques là, descriptifs là, de chacune des sous-parties des champignons pour hmm, pouvoir les reconnaître. Là. Ils s'essayaient. Il y en a un qui s'empoisonnait. Toutes les autres, ben, ils prenaient peur, puis avec ouais, raison. ouais, 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 c'est ça. Mais ça ne fonctionne pas à l'instinct, ces choses-là. Hein. Ça demande une banque de Mm. connaissances, puis Puis la capacité d'analyser. ouais. Fait que une des choses, dans le fond, qui mène ma démarche là-dedans, c'est de repartir à la quête de ce que j'appelle la beauté sacrée du monde. Mais tu sais, qu'est-ce Oui. qui reste du sacré, tu sais? Puis là, tu faisais le lien avec les peuples autochtones. Fait que je vais comme emprunter ce sentier-là pour... On parlait aussi de mise en marché. J'ai l'impression que... Dans la quand- mise en marché, on est loin du sacré. Non, mais exact, exact, c'est ça. Dans les rapports marchands. Ouais, Pour ce qui est du sacré, ça, j'aime bien philosopher. Moi, je trouve que la philosophie est le propre de l'homme. Là. ouais, À la suite de
de Socrate tel que réinventé par Platon. Là. Philosophie est le propre de l'homme. Puis j'aime bien me poser des questions sur les domaines de l'existence qui échappent à mon contrôle. Ouais. Puis qui sont infinis. Là. Puis là, l'été passé, j'ai fait un voyage à Côte-Nord, puis je me suis procuré des opuscules du poète Roland Jonf à Havre-Saint-Pierre. Lui, c'est très, très, très bien. Là. À un moment donné, il a décrit le quotidien des pêcheurs là, dans son temps, là, ou les hommes de bois. Puis tout à coup, là, il fait une envolée là, vers l'abstrait. Là. Ouais. Puis c'est vraiment brillant. Là. C'est vraiment un type qui a réfléchi au sens des mots abstraits, comme l'oubli, le temps qui s'écoule, l'infini, ces choses-là. Puis moi, évidemment, comme je suis en communion avec les forces de la nature, ben, mon sacré, il est là. Il est dans la vie, dans la nature, surtout considérant que la vie, c'est une chose c'est même très, très rare dans l'univers. Il y en a sur Terre, puis on n'a pas trouvé ailleurs encore. Là. Ouais. Si on en trouve ailleurs, ça va être de l'ordre des micro-organismes profondément envouis dans le sol, à l'abri des radiations solaires. Ouais. On trouve comme sur Mars. Là. Fait qu'il y a quelque chose de l'ordre du mystère, tu sais, dans cette vie-là. Ouais. La vie est si rare qu'il est juste sur Terre, puis peut-être sur d'autres, certaines exoplanètes, là, mais à peine. Ouais. Puis le sens de la vie aussi. Moi, j'ai jamais été un croyant. J'ai toujours... quand j'étais jeune, puis que j'essayais de prier Dieu, là, j'avais vraiment l'impression de parler au vide. Puis j'avais une sensation de vide vraiment étourdissante, là, vertigineuse. Là. Ouais. Donc, moi, je me qualifierais d'agnostique. C'est-à-dire vraiment un type qui avoue ne pas savoir si Dieu existe ou non. Ouais. Je suis pas capable de décider si Dieu existe ou non. Évidemment, je suis un peu comme tout le monde, j'espère que Dieu existe, qu'un au-delà existe. Ouais. Puis il y a des indices que ça pourrait être le cas avec les fantômes, premièrement. Il y a tellement de gens qui ont vu des fantômes. Ben, c'est quoi un fantôme? C'est une vie qui a quitté la physicalité. La physicalité du corps, puis qui, dans un autre plan, mais qui tente de revenir ou de revisiter. Si tant est que les fantômes existent, peut-être que tous ceux qui ont vu les fantômes sont tous des menteurs, ou des affabulateurs, ou il y a des gens qui se sont trompés, qui ont vu autre chose, puis ils pensent pour des fantômes. Il peut y avoir de tout ça, là. Il va y avoir de tout ça, d'ailleurs, là. Les fantômes. Puis les phénomènes de... Near-death experience. Ça, de mort imminente, d'expérience de mort imminente. Ouais, là. Ça, j'aime ça aller voir ça sur YouTube. Il y en a des centaines. Là, c'est assez suspect, ces histoires-là, parce qu'il y en a là, qui meurent, qui s'en vont dans l'au-delà, des styles, puis ils rencontrent exactement ce qu'ils espéraient rencontrer. Comme il y en a un, par exemple, qui décrit une sorte de paradis là, où il y a Dieu là, qui mesure les péchés de chacun, puis avec des vases, puis je sais pas trop. Là. Oh mon Dieu! Là, ça m'étonnerait qu'un au-delà existe, puis que... beaucoup de choses à dire là-dessus, là, mais j'ai pas l'impression que Dieu existe en tant que tel, pas le Dieu tel qu'on le conçoit, pas un Dieu personnalisé, là. Pas un Dieu transcendant non plus, un Dieu qui a de traverser la réalité et d'agir en dépit des lois de la physique. C'est ça qui arrive dans le bois, hein? On est branché droit d'en face. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait exister une sorte de force cosmique immanente aux choses. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut prier, vous voyez? C'est pas quelque chose qui nous accorde des faveurs, qui nous juge. C'est pas comme ça que ça se passe, j'ai l'impression. Si ça, j'aurais tendance à croire en ça, à être une sorte de déiste, si on veut. Mais pas un catholique, pas un croyant, là, dans le sens là, des religions. Mais quand je pense, aussitôt que j'ai réfléchi un peu intellectuellement, là, je redeviens non-croyant très vite. Donc là, je balance entre la croyance, l'envie de croire, l'espérance et le scepticisme, enfin. C'est l'athéisme. Je balance entre l'athéisme et la croyance. Entre le désir de croyance puis l'athéisme auquel je suis naturellement, au plan intellectuel, je suis porté. Si je me laisse aller à mes réflexions. Là. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il existe un Dieu vertueux, tout-puissant, qui prend soin de nous. Ça m'étonnerait beaucoup parce que il y a d'autres choses scandaleuses qu'un Dieu aimant et tout-puissant. La corruption là, qui est... Mais moi, si j'étais Dieu, j'interviendrais pas mal plus que ça. Ouais. Tu sais, j'empêcherais les guerres, tout ça, mais en même temps, peut-être qu'il faut que le mal existe
Comme pour que s'il y le a l'aspect bien... du libre arbitre aussi à travers ça. Ouais, Que... mais tu sais, le libre arbitre, hein, c'est ce qu'on en dit. Hein? Quelqu'un là, qui est un criminel, puis il exerce son libre arbitre à l'encontre de quelqu'un qui ne peut pas l'exercer. Son Hmm. libre arbitre. Donc, le libre arbitre, là, si le libre arbitre est sacré pour Dieu, ben, il ne peut pas permettre les criminels d'exercer leur libre arbitre à l'encontre de ceux qui ont aussi leur libre arbitre, mais qui s'en trouvent privés. Ouais. En recevant le mal, on se voit privé de son libre arbitre. Ceux qui donnent le mal exercent leur libre arbitre de causer le mal, mais ceux qui le reçoivent, non. Hmm. Le mal. Est-ce que tu ferais le parallèle, par exemple, avec la nature? Je pense entre autres aux coupes à blanc, tu sais. Ben, la nature est horriblement cruelle. Nous, on a l'impression, c'est pas dans le bois, on a l'impression que la nature est belle puis harmonieuse. Ça, elle a une harmonie cruelle, dans le fond, parce que tout est mangé, tout mange ou est mangé. Ouais. Puis c'est sans cesse la mort en ce jardin. Le titre du film de Buñuel, un excellent film. La mort en ce jardin. Ah, je connais pas Oui. celui-là, je vais le noter. C'est un film des années 50. C'est un des premiers films en couleur de Louis Buñuel. Là, qu'il a filmé là, quand il était au Mexique. Là. Il était expatrié à cause de Franco. Là. Hmm. Puis c'est ça. Là où je m'en allais tantôt par rapport à, tu sais, à la rencontre entre ce que j'appelle les cosmovisions, là, tu sais, mais la vision du monde autochtone, puis la matrice civilisationnelle qui s'est déployée à l'arrivée, tu sais, des premiers colons, mettons, là, qui eux arrivaient justement avec toutes leurs croyances, toute la notion ben, entre autres l'Église qui était derrière tout ça et ça. Puis qui arrivait aussi avec une façon de s'organiser, une façon sociétale, là, tu sais, d'établir la propriété privée et tout ça. Tu sais. Comment est-ce que tu vois que ben, cette rencontre-là, Oui. on fait des trouvailles, Oui. entre ces deux Mais je pense que c'est une cosmovisions-là? bonne chose que ces deux mondes-là se rencontrent. C'était inévitable que l'Europe et l'Amérique se rencontrent. Puis c'était inévitable aussi, à moins que cette rencontre-là se soit déroulée au 19e siècle, là, après l'invention des vaccins. Là. Il était inévitable qu'un continent allait causer une population allait causer la perte de l'autre là, par les contagions. Ouais. Puis, on sait que il y a le livre 1491 là, de Charles Mann, là, où il estime que en Amérique centrale et en Amérique du Nord, il y avait environ 100 millions de personnes avant l'arrivée de Christophe Colomb. Là, évidemment, ça a été réduit à une peau de chagrin, ces gens-là. Ils sont tous morts de maladies contagieuses au contact des Européens. Ouais. Les Européens ont souffert d'une maladie contagieuse aussi qui était transmise par des gens des Premières Nations. Là, je ne me rappelle plus le nom, là, mais il y en a question dans le livre L'Indien généreux. Puis cette contagion-là, dans les Amériques, c'est appelé la revanche des Amérindiens. Mais c'est ça, ça a été cruel, tout ça. Mais c'était hélas inévitable. Il ne faut pas espérer que les continents restent éternellement séparés comme ils étaient comme ça. Là. Ouais. Avec probablement des arrivées épisodiques là, de Vikings, là, bien sûr, mais de Celtes avant eux, peut-être de Romains en Amérique. Là, des bateaux là, poussés là, au large par des tempêtes là, de l'Atlantique là, qui abordaient en Amérique là, presque par accident. Là. Mais c'est pas une arrivée massive de gens qui avaient faim comme ça s'est produit à partir du 16e et du 17e siècle, puis c'est aggravé encore au 18e puis au 19e siècle. C'est des arrivées massives de gens en provenance de l'Europe, de malheureux, là, qui cherchaient une meilleure vie ici. Mais c'est ça, la nature est cruelle, la vie est cruelle. Nous, bien évidemment, on est les humains, on est forts, on s'est créé un monde à nous, une civilisation à nous. Puis on surnage un peu mieux que n'importe quelle autre espèce animale. Puis il y a le sens aussi. Moi, je me suis rendu compte, mais ça m'a pris du temps à intégrer cette notion-là, ça m'a pris beaucoup de lecture et de réflexion, là, que le sens, c'est une création de l'esprit humain. Le sens à la vie, le sens les animaux, ils se posent pas ça, là, des questions, Non, c'est c'est quoi ça, le sens hein. de la vie? Là? Tu parlais de philosophie tantôt et tout ça. Les animaux sont juste dans l'être, on dirait. Ils sont juste dans l'être, dans le présent. Ouais. C'est ce qu'on croit d'eux. Là. On pourrait être encore surpris si on leur tendait le micro et ils pouvaient répondre. C'est ça. Nous, on a tendance à donner du sens. Puis je pense que Dieu, en tant que tel, c'est une fabrication de l'esprit humain à la recherche de sens. On veut croire que la vie ne s'arrête pas avec le battement de notre cœur. Puis qu'il y a un au-delà qui nous attend. Puis l'au-delà à notre goût très confortable, là, où tout le monde s'aime, tout ça. Ce serait génial, ça existait. Bien sûr, je serais le premier à être soulagé de découvrir ça en Bourg mais je ne crois pas que ce soit possible. Ça ressemble trop à
une sorte de Père Noël pour adultes. Fait que moi, je suis plus dans l'instant présent, quoique je suis tout à fait capable de suspendre mon activité là, fébrile là, dans le temps présent, de lever les yeux, puis de regarder le ciel, puis de m'émerveiller de la forme des nuages. Ouais, Mais comme je pense que contempler je pense que l'esprit Dieu a été contemplatif. inventé par l'homme qui levait les yeux, qui voyait de beaux nuages dans le ciel. Ouais, Puis, si on voit les fresques dans les églises, là, le chemin de croix de Jésus, tout ça, là, souvent les peintre pour le grand plaisir à ben peindre des ouais. ciels compliqués là, Ouais, ouais, ouais. au-dessus des têtes des gens, là, de Ouais. superbes ciels. Et même d'inclure une certaine forme de symbologie, tu sais, même dans les dépictions, tu sais, que ce soit du territoire ou... Oui, ou la- dans la disposition des objets, ou dans le Ouais, fait de représenter tel objet dans le tableau. Là, puis là, il y a ouais, des sens cachés derrière tout ça. Tu sais, on sommes vraiment des machines à fabriquer du sens. ouais. Puis ce qui est le plus difficile pour un esprit humain, c'est d'envisager qu'il n'y en ait pas de sens en réalité, de vrais sens véritablement cachés derrière l'apparence des choses. Mhm. Je pense que les peintures de la Renaissance, entre autres, puis tu sais, l'utilisation du nombre d'or, souvent, là, qu'on retrouve aussi dans la nature, tu sais. Puis ça me fait penser à la Renaissance, d'une certaine façon, ça a été une redécouverte, tu sais, des mathématiques, on va dire, qui sont Des dans, mathématiques dans l'art, des mathématiques secrètes, ouais, dans la nature, tu des sais. nombres secrets, des proportions idéales. Exact. Tu parlais de Platon et Socrate tantôt, mais tu sais, les Grecs avaient déjà le trivium, le quadrivium. Tu sais, ils étudiaient déjà les arts libéraux, puis ils incluaient la géométrie là-dedans. Pourquoi? Parce que la géométrie, l'homme l'a découvert dans la nature, tu sais, Ouais. avec le fameux compas, là, tu sais, compas et l'équerre. Là. Ouais, je suis au courant de Hey, cette si ça te dérange pas, théorie-là. on va juste changer parce que je vais me prendre mon autre bras. Ouais, c'est ça, on nous pogne des crampes, hein. Mais j'ai l'impression que même ça, là, c'est nous qui les inventons. Hmm. Les nombres d'or, puis le nombre d'or, là. Le nombre d'or, c'est quoi déjà? C'est un point, virgule. Non, ça, c'est pi, ça. J'ai tout écrit une fiche là-dessus, là, pour mes Ouais. argonautes, là. Et tout ça, mais bon. Moi, j'ai l'impression qu'on a découvert qu'il y avait des constantes mathématiques derrière des objets hétéroclites, là, puis des êtres vivants hétéroclites. Là, puis Ouais. comme on est anthropomorphiquement euh, programmé pour voir des humains, puis les trouver relativement beaux puis corrects, par rapport à quelqu'un, par exemple, un extraterrestre qui aurait une beaucoup plus grosse tête, un corps beaucoup plus petit, beaucoup plus long, des bras beaucoup plus longs, les bras qui arrivent sous les genoux, puis bon. Nous, on verrait des extraterrestres, on les trouverait laids, mais nous, on se trouve beaux, même si nous ne sommes pas si beaux que ça. En tout cas, moi, je ne me trouve pas beau, en tout cas, moi. Mais c'est ça. Mais on est habitué, conceptuellement parlant, là, on a une programmation mentale de nous trouver beaux. Puis ce qui correspond à des proportions inscrites dans le corps humain, bien symétriques, là, jugées comme beaux, là, ben, ces proportions, on les reporte sur des proportions dans les édifices, par exemple. Ouais. Puis là, ben, ça se peut, ça, qu'il y ait quelque chose là, de très complexe mentalement qui sous-tend l'ordre des choses. Là. Ce Puis que tu me dis, c'est que ça viendrait de nous, ça viendrait ça viendrait de nous, encore une de fois. Même le l'esprit nombre humain. d'or viendrait de nous. Ouais. Ben, les nombres, les mathématiques. On dit que il y a la preuve scientifique. Moi, en fait, tout ce qui fonctionne, ça fonctionne généralement par preuve empirique, là, par l'expérience. Ouais. Puis de temps en temps, il y a quelque chose qu'on sait vraiment bien. Puis ça repose sur ce qu'on appelle la preuve scientifique. Puis au-delà de la preuve scientifique, il y a une preuve encore plus solide que la preuve mathématique. La preuve mathématique de quelque chose est faite, c'est inaltérable, ça va être répandu dans l'univers au complet. Puis les autres sociétés, là, à l'autre bout de la galaxie, là, vont devoir se reposer sur les mêmes phénomènes, même s'ils ne sont pas faits de carbone mais de silicone, par exemple. Ouais. Et c'est ça. Donc, on a la capacité, nous, à fabriquer du sens. Mhm. Puis c'est parce que nous, comme espèce animale, on a décidé de rester, à partir de la naissance, plus fragile plus longtemps, avoir besoin de nos parents plus longtemps, Ouais. puis, mais parce qu'on a tout mis notre développement dans le cortex cérébral. Puis dans ce cortex cérébral-là, ben là, il y a la fabrique de sens qui s'effectue. Ouais. Puis là, par conséquent, les cultures, les religions, Il y a c'est ça, beaucoup. mais c'est vraiment étourdissant de penser que c'est nous qui sommes comme ça. C'est pas l'univers qui va répondre à nos attentes. L'univers est vraiment indépendant de nous. On en fait partie seulement,
On est capable d'agir solidement sur l'univers. On est capable, par exemple, de planter un verger d'arbres à noix comme autour de nous. Il n'existait pas ces arbres à noix-là avant, là, dans la vallée du tout, du tout. On a une influence On peut avoir, concrète là, sur on peut avoir notre une influence environnement. très, très forte. On peut créer des écosystèmes. C'est fort, ça. Ouais. Mais les loups aussi. Il y a un documentaire sur les loups qui ont changé le cours des rivières à Ouais, dans le Yellowstone. Yellowstone, ouais, j'ai vu ça. Mais ils ne l'ont pas fait de façon décidée, ils l'ont fait de façon accidentelle, indirecte. Nous, on est capable là, de décider de changer un écosystème puis de réussir. Mhm. Fait que ça nous donne l'illusion de pouvoir contrôler la nature, mais Ouais. ici, on est en permaculture, puis on ne veut pas tellement contrôler la nature que travailler avec elle. Danser avec Ouais, elle. danser avec elle. Nous, on veut bien récolter les noix que les arbres vont produire, mais est-ce qu'on va les fertiliser à outrance pour qu'ils produisent plus de noix? Ce serait inutile, ce serait une dépense, ça coûterait plus cher que ce que ça rapporterait. Ouais. On ne sait pas comment fertiliser les arbres à noix nordiques là, en milieu argileux là, actuellement. Il n'existe pas de charte de fertilisation pour ça. Là. Ouais. J'ai quasiment envie de souhaiter qu'il n'en existe jamais. Là, on laisse les arbres se polliniser. Aussi, on pourrait les polliniser à la main, mais bon, quand on est rendu à quelques milliers d'arbres, imaginez polliniser à la main, c'est pas comme avoir 6 à 6 milliers trilobés Ouais. dans sa cour, puis on peut les polliniser à la main pour être sûr des belles grappes de gros fruits, là. Comme Julien Ganoum le fait dans un documentaire récemment, La Semaine verte, sur ses assimilés trilobés. J'étais fasciné de voir ça. Hmm. Je vois que vous encouragez aussi le land art, là, l'art. Oui, oui, ça c'est une belle œuvre. Elle a bien tenu le coup, hein. Elle date de l'année passée. Ouais. Puis je pense que c'est dans 2 semaines, ils vont venir, là, puis on va refaire de nouvelles. Les artistes vont refaire de nouvelles œuvres, avoir une nouvelle série de 10 œuvres. Là. Est-ce que l'art, ça l'aide l'homme à donner du sens à Ben, ça fait l'existence? partie, ça aide l'homme à donner du sens, mais ça provient de notre irrésistible envie de donner du sens. Ouais. Mais du sens. Et aussi d'influer sur son environnement, on le voit Ouais, particulièrement dans mais le l'art, c'est land art. spécial parce qu'en même temps, on veut donner du sens à la vie avec l'art, mais on veut en même temps faire comprendre qu'il faut arrêter de donner du sens. On veut ouvrir la quête du sens à l'infini avec l'art. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial, l'art, là, qui est tout à fait différent de la philosophie. La philosophie, c'est une quête de sens, puis l'art, c'est une quête de perte de sens. Hmm. Tantôt, quand je suis arrivé, on a juste abordé un peu le refus global. Le refus global qui, selon moi, au Québec, a été un point tournant, justement, tu sais, qui a amené la Révolution tranquille, entre autres, là, qui a été, en tout cas, c'est ma façon de l'interpréter, si on veut, là. Mais donc, où il y avait des artistes qui prenaient la parole, puis qui faisaient un peu éclater le moule, la thèse du narratif clérico-nationaliste de l'époque, tu sais, en proposant une forme d'antithèse. Là, j'ai un ami avec qui je prenais une marche, il dit « Ouais, mais maintenant, on serait rendu à faire une genre de synthèse de tout ça, tu sais. Serais-tu d'accord avec ça? » Comme si on avait été en réaction forte, puis on avait sauté les pieds joints dans la modernité, dans la mise en marché, si on veut parler de ça, dans l'étonnation qui est venue remplacer d'une certaine façon les institutions cléricales. Je pense pas que le refus global a eu autant d'influence qu'on peut lui attribuer la Révolution tranquille. Et c'était un des éléments de la Révolution tranquille, mais bien en périphérie. Ce qu'il y avait dans la Révolution tranquille, là, c'était du nationalisme. Et qui était allié à la modernité. Parce qu'avant, il y avait du nationalisme qui était relié au clergé, puis aux traditions, puis au passé. Fait que c'est 2 formes de nationalisme qui peuvent très bien trouver une synthèse. C'est pas parce qu'on est tourné vers le futur qu'on peut être tourné vers le passé en même temps. Célébrer le passé tout en étant ouvert au futur, au changement, tout ça. Ça me paraît une attitude saine, ça. Donc, là, la synthèse serait peut-être là, dans les 2 formes de nationalisme qui commencent à se fusionner enfin à notre époque. Là. Le nationalisme, c'est quoi? Ben, c'est un désir de vivre en collectivité, en partageant un certain nombre de caractéristiques de base, comme la langue, les coutumes, un petit peu les traditions, l'histoire, puis là, ben, ce qui nous a façonné à travers l'histoire, là, les épreuves traversées ensemble, tout ça. Tu sais, le long hiver, ben ça, c'est ça. Ça fait partie. Là, t'arrives un type là, qui arrive, mettons, d'Afrique, là, puis il passe sa vie ici, là, à un moment donné, il devient québécois en tabarnouche. Il souffre des mêmes hivers que nous autres. L'hiver de force, comme l'hiver de force. C'est ça. Fait que donc, moi, je pense que c'était un mouvement politique, la Révolution tranquille avant tout, puis ça a donné la technocratie moderne, l'immense bureaucratie moderne qui nous écrase maintenant, là, puis qui nous vampirise complètement comme société. Comme le clergé en est arrivé à nous vampiriser aussi en son temps. Là, on appelle ça les nouveaux clercs. Hein?
le nouveau clergé, les fonctionnaires. Puis le Journal de Montréal il a fait paraître une série d'articles là, sur à quel point le Québec était englué là-dedans, puis on a de la difficulté à terminer un tout petit chantier d'autoroute, commencé il y a 50 ans. Il manque 5 kilomètres pour relier un tronçon à un autre, puis ça prend 15-20 ans de consultation publique, puis puis c'est juste 5 kilomètres d'autoroute. Avant, les gens, tu sais, ça, moi, je suis pas partisan des autoroutes, moi, je suis partisan du transport en commun, tout ça. Mais pour les marchandises, par contre, c'est génial, là. Ouais. Mais je vois bien là, que là, il y a quelque chose qui cloche quand on en est rendu là. Ouais. On ne parvient pas à compléter les chantiers du passé Je sais pas qui, si... qui seraient si faciles à faire pourtant. Ouais. Parce qu'on est comme empêtrés dans nous-mêmes. Un de mes auteurs favoris, c'est Ivan Illich. Je sais pas si tu Ouais. étais un fan de Illich. Ivan Illich, c'est un cousin. Ivan. Non, je ne Mais, connais pas. mais il a écrit entre autres Une société sans école, Deschooling Society, Ouais. le Medical Nemesis. Il a écrit, en tout cas, dans les années 70, 60-70, c'était vraiment un auteur fort. Là, tu sais. Ouais. Puis lui, il parlait de la notion de seuil. Il disait les institutions que l'homme crée atteignent un certain seuil au-delà duquel ils deviennent contre-productives. Ouais. Il me semble que là, maintenant, ça... On a atteint un stade productif, mais, Ouais. mais en même temps, il y a la sagesse hindoue, là, indienne. Là, tu sais, les autres, ils équilibrent vraiment les forces du bien et les forces du mal. Puis les forces du bien peuvent être mal. À un moment donné, c'est le prolifère, puis ils étouffent le monde du vivant. Ouais. C'est un peu comme la jungle luxuriante, là. À un moment donné, qui étouffe d'elle-même. Là. Il faut qu'il arrive quelque chose, un feu de forêt, Ouais. une catastrophe, un tremblement de terre, la mousson qui, en tout cas, je sais pas trop, là, avec tous les vents trop forts. Puis là, il faut qu'il y ait des arbres qui cassent pour que d'autres petits arbres trouvent le chemin du soleil. Ouais. Fait que productif, je sais pas si on a à l'être tant que ça, tu sais, parce que ça, c'est notre côté capitaliste qui est derrière ça, on est obsédé par la productivité. Ben, productif à mener une bonne vie, par exemple. Ouais, mais est-ce que c'est productif? Ouais, Est-ce qu'on peut parler de productivité quand il s'agit seulement de mener une bonne vie heureuse? Ouais. Les gens qui sont les plus heureux sur Terre, c'est dans les pays tropicaux, c'est ceux qui se pognent le beigne. Qui en profitent. Les fruits sucrés, charnus, pendent aux branches des arbres et qui attendent la main dans son hamac. Ouais. Là, ben, on a envie de se baigner, la mer est là. Tu sais, j'idéalise, là, mais. Quand même. Il y a Il y a quelque chose là, tu sais. Puis, bon, mais eux autres, par contre, ils sont pauvres, puis nous, on peut les acheter quand on veut parce qu'on n'a pas cessé de travailler, puis d'accumuler du capital, puis d'accumuler de l'argent. Puis là, on arrive dans ces pays-là, puis on peut acheter les plages, puis on peut les jeter dehors par la force de la loi, puis ça. Fait que être productif, je sais pas trop. Ben, moi, je veux bien être productif quand même un peu, mais pas. Non, c'est ça, pas faut être obsédé par ça. trouver l'équilibre. Non. Hey, un grand merci. Ouais, c'est ça. L'activité à la ferme, aujourd'hui, on fait réparer le gros tracteur. Il est en train de faire des tests, mais aussi, on fait du déchiquetage de branches et de résidus de taille. Faire du BRF. On va faire du BRF. Ouais. Ça, c'est du BRF. C'est pas nous qui l'avons fabriqué, c'est du BRF qui nous est donné, là, qui est livré ici. Mais on en fabrique aussi par ailleurs. Dans le verger, on a des gros tas de branches accumulées. Là. Puis, ben, le grand jour est arrivé, on les déchiquette enfin. Là. Ouais. Mais je vais aller leur donner un coup de main. Ouais, je te remercie beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Puis ta belle sagesse. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Puis, c'est parfait. Ni approximatif. C'est parfait, tout ça. J'ai fait mon possible. Alors, c'est tout pour cet épisode-ci avec Yvan à Saint-Ambroise. J'espère que vous avez apprécié. Une chose que moi je retiens de ma conversation avec Yvan, c'est que si Dieu réellement existait, pourquoi laisserait-il les hommes utiliser de leur libre arbitre pour faire du mal aux autres? Et vous, qu'est-ce que vous retenez? Laissez-moi en commentaire vos réponses, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et surtout, partagez et abonnez-vous pour que cette chaîne devienne un mouvement où l'on ramène le sacré en toute simplicité au cœur de nos vies et nos conversations. À bientôt.